Aujourd'hui à l'émission, on parle de phobie. Est-ce que vous avez des phobies ou quelque chose dont vous avez peur depuis que vous êtes tout jeune? On en parle aujourd'hui à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Émeric et Nour. Bienvenue à l'émission encore. Merci. Et on reçoit pour une deuxième fois cette saison M. Gaétan Larocque, qui est thérapeute spécialisé en gestion des émotions. C'est en plein ça. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et comme première question, je voulais savoir, est-ce que vous avez des phobies? J'ai posé la question à des jeunes cégepiens et voici ce qu'ils m'ont répondu. T'as peur de rien? J'ai peur de rien, moi je suis un imbécile. Comme en avion, j'ai vraiment peur. Mais jusqu'à maintenant, ça va. Là. J'espère juste que ça ne deviendra pas une vraie phobie de là à m'empêcher de vivre. Mais des araignées. J'ai peur de la mort. De perdre un membre. Ben, j'ai horreur des serpents, là. Ouais. Moi, j'ai peur de quelque chose qui va me faire peur. Je sais pas, admettons que je me suis fait percer les oreilles, mais j'ai peur que ça me fasse mal. Fait que j'ai peur de... Je considère ça comme une peur d'avoir peur. Des phobies quand même assez drôles. Et vous, est-ce que vous avez des phobies? Toi, Nour, as-tu une phobie en particulier ou t'as une peur? Personnellement, j'ai pas de phobie spécifique, mais j'ai beaucoup de peur. J'ai peur des araignées, j'ai peur de la plupart des insectes, j'ai peur des trucs surnaturels comme les fantômes, les esprits. OK. Donc j'ai plusieurs peurs. Mais par exemple, s'il y a une araignée dans ta chambre, est-ce que tu vas partir en courant et dire à ton père de le tuer? Ouais? Ma petite sœur est plus courageuse que moi, c'est elle qui va aller tuer. Oh mon Dieu, OK. Et toi, Émeric, est-ce que tu as une phobie ou quelque chose que... Les politiciens, oui. Ah ben non. là... Mais non, peut-être plus des peurs aussi. C'est sûr que moi, montrez-moi pas un serpent, là. Non. Je pense que je fais une crise de cœur. Fait que J'avais vu un à Cuba, pas loin de ma chambre d'hôtel. J'ai pas été capable de recoucher dans ma chambre d'hôtel. Oh mon Dieu, à ce point-là. Ouais. Mais par exemple, si t'en vois une dans un vivarium ou... Ah là, c'est pas si pire, c'est contrôlé. OK. Mais quand c'est pas contrôlé... Là, quand c'est libre puis c'est à côté de toi, tu commences à avoir peur. Puis vous, M. Larocque, je sais que vous êtes un homme assez viril, mais vous devez avoir une phobie, une peur, quelque chose qui vous... Je parlerai pas de phobie, mais j'ai peur des serpents. Mais lorsque je vois un serpent, je me pousserai pas du serpent. Tandis qu'une phobie va m'éloigner de ce serpent-là pour pouvoir pas le voir et je risque d'avoir des rêves de ce serpent-là. C'est ça qu'il faut démystifier entre c'est quoi une phobie et c'est quoi de l'anxiété. Bien, c'est ça, parce que moi, par exemple, j'ai pas vraiment de phobie spécifique, sauf que quand je vais dans le sud ou par exemple en République dominicaine, quand je vais à la mer me baigner, souvent je ne peux pas me baigner plus haut que la taille parce que j'ai vraiment peur des requins et je regarde tout le temps en dessous de l'eau, voir s'il y a un requin. Je ne sais pas si c'est une phobie ou une peur, ça. Quelle est la différence entre ici, les deux? Je pourrais dire que c'est plus une peur que tu vas avoir, parce que si on parle de phobie, une phobie, là, il n'y a pas de requin ici au Québec. Là. Non. Donc, on ne peut pas vraiment parler de phobie ou comme les gens qui ont peur des crocodiles, il n'y en a pas ici. Donc, lorsqu'on va parler de phobie, c'est lorsque ça va venir nuire à notre vie, comme si on regarde avec Nour. Donc, c'est une phobie des araignées qu'elle a, parce que lorsqu'elle en voit une, elle a une pensée irréaliste par rapport à cette araignée-là. Donc, elle va se pousser, elle va crier. Et c'est ça la différence entre une peur pure et simple et la phobie, là. C'est ça. Puis toi, Émeric, ce que tu me disais par rapport au serpent, c'est pas vraiment une phobie, c'est une peur en tant que telle. Non, mais là, d'après moi, c'est une phobie, là. Parce que je me pousse. Si tu te pousses, là... C'est une phobie. Ça va être une phobie. J'ai une phobie des serpents. De peur de retrouver ce serpent-là, de vérifier après ça tout ce qui se passe. Là, on va parler de phobie. Mais, tu sais, souvent, là,
on va voir une araignée ou un serpent, peu importe, puis on dirait que ça nous pique après, hein? Je sais pas si ça nous pique, là, on dirait que ça nous pique partout pendant un certain temps. Je sais pas si c'est ça. Bien, ça, c'est encore une maladie mentale, les idées raisonnables qu'on a par rapport à ça. Okay. Mais ici, Cédric, si tu me permets de démystifier le côté phobie puis le côté peur. Parce que à l'intérieur de la phobie, ça prend deux émotions pour pouvoir dire on a une phobie. On a la peur puis on a l'impuissance. Mais si on regarde juste la peur comme telle, ben tous les êtres humains ont besoin d'avoir cette peur-là à l'intérieur d'elle. Ah oui, OK. Donc elle est inconsciente parce que en 12 ans de carrière en psychologie, chaque fois que je demande quelqu'un, dis-moi, c'est quoi que tu as peur, sans dire de l'anxiété, il n'y a personne à venir jusqu'à date qui était capable de me le dire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment inconscient. Mais pourquoi vous dites que c'est essentiel d'avoir une peur? Bien, si on veut rester en vie en tant qu'être humain, on doit savoir sont où les dangers sur cette terre. Donc, traverser la rue, lorsque tu traverses la rue, Cédric, je suis quasiment sûr que tu n'es pas en train de dire, bon, ben Cédric, je traverse la rue, regarde à gauche, regarde à droite. Ça devient instantané. C'est la même chose s'il y a un rond de feu sur le poêle qui est allumé, tu n'iras pas mettre ta main dessus pour savoir si c'est chaud. Tu vas savoir qu'il y a un danger. Un couteau, ben tu vas regarder, voir si tu coupes tes carottes, ben tu vas regarder ce que tu fais parce que tu sais que c'est un danger. Le couteau peut couper ton doigt. Donc, ça, c'est de la peur pure et simple. On n'est pas en train de parler d'anxiété ou de phobie. C'est lorsqu'on embarque l'impuissance là-dedans. L'impuissance, c'est une émotion qui... je suis plus ou moins incapable de faire face à la situation. Donc, lorsque Émeric voit le serpent, ben il est impuissant vers ça, il ne sait pas comment réagir, donc il a peur de se faire piquer, il a peur de se faire mordre, il a peur de se faire attacher puis se faire enrouler. Ça prendrait un méchant gros, là. Oui, mais donc c'est de ça que lui, il va aller chercher ses données. Donc ce côté-là, c'est le côté négatif de la phobie. Donc c'est pour ça qu'on entretient cette phobie-là, parce qu'on croit qu'il va arriver quelque chose de négatif, quelque chose de souffrant. Et c'est pour ça qu'on doit changer ces données-là. Et on estime qu'environ 20 % de la population mondiale ont une ou plusieurs phobies, et c'est 2 fois plus présent chez les femmes. Oui. Parce qu'elles sont plus émotives que les hommes. Est-ce que ça vous surprend, cette statistique-là, que ce soit 2 fois plus les femmes que les hommes qui ont des phobies? Mais est-ce que ça se peut que les hommes soient plus orgueilleux et qu'on en parle moins? Ça pourrait être dans les données, surtout si on parle de phobie sociale. Parce que la phobie sociale, ben c'est de se promener en public, la peur de parler devant du monde, la peur de parler dans un groupe. Donc, la personne risque d'éviter ces situations-là et encore bien moins d'en parler. Parce que côté masculin, de dire que j'ai peur de parler avec des femmes, c'est pas qu'est-ce qui est bienvenu là, par rapport à l'homme. Donc, oui, le côté orgueilleux, le côté... et ces gens-là, c'est très rare qu'on va les voir en thérapie parce qu'ils ont honte d'eux autres d'agir de cette façon-là. Exact. Mais dans l'ensemble, oui, effectivement, les femmes sont beaucoup plus sujets à des phobies que l'homme. Puis on vient de parler de phobie sociale, qui est quand même une phobie assez présente. Mais vous qui êtes dans le milieu, M. Larocque, est-ce que vous connaissez les phobies principales des gens? De quoi les gens ont le plus peur quand ils viennent vous consulter? Bien, si on regarde le côté femmes, les femmes, le côté des phobies qu'ils ont, là, c'est le côté les animaux. Okay. Donc, peur d'être mordu, peur d'être attaqué ou quoi que ce soit. Les araignées. Et tandis que, oui, c'est ça. Et le côté homme, bien, c'est le côté peur des hauteurs. C'est les deux qu'on retrouve le plus souvent chez la femme ou chez l'homme. Mais le côté, si on regarde ce côté social, bien, les gens qui ont peur des foules, les gens qui ont peur de se présenter devant des gens, ça vient énormément à l'intérieur, là, surtout des femmes. Malgré qu'ils aiment magasiner. Mais... Oui. Bien, ça, c'est pas une phobie, c'est peut-être une addiction, mais ça, c'est un autre sujet. On va en reparler sûrement dans une autre émission. Toi, Nour, est-ce que tu penses que c'est les femmes qui sont plus portées à avoir des phobies que les hommes, ou selon la statistique, bien sûr? Oui, j'y crois parce que on est plus sensible, on va dire. Oui, sensible. Oui, c'est ça ce que tu as dit tantôt. Mais oui, je dirais que c'est plutôt les femmes.
Donc, dans le fond, dans ta famille, vous êtes toutes les filles à la maison à avoir peur. Et quand il y a un problème, c'est votre père qui s'en occupe. Que lui a peur, mais il dit pas. Oui, ça se peut bien aussi. Parce que effectivement, Émeric, nous autres, les gars, on a un côté quand même assez orgueilleux. Ouais. Spécifiquement moi, qui vient de dire que j'ai peur des araignées. J'ai peur de d'autres choses, mais je le dirais pas devant la télé. Mais quand même, les gars, par exemple, on a quand même peur des petites choses niaiseuses des fois. Par exemple, des araignées. Moi, quand j'étais petit, j'avais vraiment peur des araignées et c'était ma grande sœur qui allait le tuer. Donc, c'est sûr que je pense que les deux, on a chacun autant de phobies l'une que l'autre. C'est plus les femmes qui montrent qu'elles ont peur. Parce que Mais maintenant, est-ce que ça se soigne? Oui, ça, c'est sûr que ça soigne. On est capable d'aider les gens. Comme moi, je me spécialise à aider les gens, à les encourager à passer à travers sa crise. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à ce service-là? Parce qu'on a l'impression qu'une phobie, c'est pas un grand problème qu'on a dans notre vie. On a tellement, aujourd'hui, avec la société qu'on vit, on a beaucoup d'autres problèmes majeurs. Mais est-ce qu'il y a des personnes vraiment qui vont vous consulter pour les phobies? Oui, il y a des gens qui viennent me voir pour des phobies. Phobie de prendre l'avion, l'ascenseur, de parler devant des gens ou d'être dans une foule. Okay. C'est les phobies qu'on va retrouver en clinique habituellement si je parle de moi. OK. Et justement, on parle des conséquences que ça peut apporter d'avoir une phobie. Et j'ai posé la question à des étudiants à savoir quelles étaient les conséquences d'avoir des phobies. Et voici leur réponse. Ça peut m'éviter peut-être de voyager dans les pays où il y a des plus grosses araignées ou... Il y a des araignées au Québec aussi. Ouais, mais elles sont beaucoup plus petites. Ça peut les limiter dans ce qu'ils font, ça crée des barrières. Je pense que c'est ça, ça peut t'empêcher d'avoir des bonnes opportunités ou de faire des choses que tu pourrais peut-être aimer dans la vie, mais t'as peur, tu sais. Des réponses quand même très intéressantes. Et vous, je voulais vous demander quelles conséquences ça vous a apporté d'avoir ces peurs, ces phobies-là qui vous hantent depuis quand même assez longtemps? Bien, moi, je peux pas dire que j'ai eu vraiment de conséquences, là, parce que des serpents, on n'en voit pas tous les jours, on s'entend. Non, c'est ça. Ça, c'est rare, mais quand même, je trouve que ça peut nuire quand même, parce que tu voyages et là, ça amène une certaine crainte qui peut être désagréable quand tu voyages dans des pays exotiques où tu sais qu'il y en a des serpents. Tu sais, c'est une réalité. Cuba, Mexique, République, tout ça, là, il y en a des serpents. Alors, quand tu vas là, il y a une petite crainte. T'es jamais trop sûr. Là. Quand tu arrivais dans ces pays-là, quand même exotiques, chauds, est-ce que tu regardais partout, tout le tour des yeux, voir s'il y avait un serpent? C'est ça, souvent dans les arbres, quand je marche, là, je regarde dans les arbres, voir s'il n'y a pas un serpent enroulé quelque part. À ce point-là, OK. Ouais. Donc, quand même, ton voyage... Tes vacances, c'était pas vraiment des vacances relax. Là. Des fois, tu étais vraiment alerte voir s'il y avait un serpent. Bien, on finit par l'oublier parce qu'il y a ce qu'on appelle des drinks dans ces pays-là. Ah ouais? Alors, on finit par l'oublier. Non, mais quand même, ça peut être désagréable. Et toi, No, tu m'as dit que tu avais peur des araignées. C'est peut-être pas une phobie, mais quelles conséquences que ça t'a apporté d'avoir, à chaque fois qu'il y a une présence des araignées, c'est quoi les conséquences que tu avais? Moi non plus, j'ai pas nécessairement de conséquences. Je veux dire, t'en trouves une par mois dans ta chambre. OK. Mais il n'y a pas nécessairement de conséquences à avoir des araignées. Avant d'aller dormir ou quand tu étais dans ta chambre, tu n'avais pas la crainte de voir une araignée? Pas jusqu'à ce point-là, non. Non, pas à ce point-là. Justement, moi, quand j'avais peur des araignées, c'est parce que je faisais pas mon ménage... Dans ma chambre. Et là, ma mère me disait, bien, si tu fais ton ménage, tu n'auras plus d'araignées. Donc, ça m'a un peu boosté ma confiance et depuis ce temps-là, je fais tout le temps ma chambre. Mais, Monsieur Larocque, c'est quoi les conséquences quand quelqu'un vraiment là, a une phobie sociale ou une phobie plus importante? Quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme de l'individu? Les conséquences, c'est que les personnes vont s'isoler. Ils ne voudront pas faire face à la situation. Donc, je te donne un exemple. Je travaille dans un building. Puis je suis au 60e étage, puis j'ai peur des ascenseurs. Mais la conséquence, c'est que je vais aller monter à pied les marches. Là. Donc, c'est tout ça, c'est qu'on va éviter les situations. Je vais éviter, si j'ai peur des foules, d'aller dans des spectacles. Si j'ai peur de l'avion, d'aller dans le sud, d'aller prendre l'avion pour pouvoir aller faire des voyages. Donc, les gens se permettent pas de peur, de souffrir, de peu importe c'est quoi la phobie qu'ils vont avoir.
de faire face à cette situation-là. Donc, on parle d'isolement, on parle de s'empêcher de faire des voyages, s'empêcher de prendre l'ascenseur parce qu'on se dit, bien, ça va être plus santé pour moi de prendre les marches. Ouais. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on évite. Puis les gens, bien, comme la peur de passer en dessous des ponts ou dans un tunnel, bien, la personne va faire énormément de détours pour ne pas prendre le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. En dessous des ponts au Québec, moi, je comprends les gens de pas vouloir. Mais c'est ça, moi, j'ai la phobie de prendre le pont Champlain. Mais c'est ça. Ça, c'est une autre histoire, mais quand même, ça peut aller de plus en plus grave. C'est sûr qu'il y a le repli sur soi, l'isolement, mais ça peut affecter notre entourage aussi, ça peut affecter nos amis, nos proches, nos parents. Ça peut affecter aussi la relation amoureuse qu'on va avoir. Et jusqu'à quel point ça peut aller? Bien, ça peut aller jusqu'à la séparation, parce que l'autre personne qui décide de vouloir sortir, puis que l'autre ne veut jamais, parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, mais à un moment donné, ça vient que ça s'effrite, parce que la personne ne voudra pas être confinée dans une maison parce que sa conjointe ou son conjoint ne veut pas sortir. Donc, c'est là qu'il arrive des troubles là, avec le couple, que vu que l'autre personne ne veut jamais rien faire par rapport à ses phobies, mais il peut arriver des séparations par rapport à ça. Puis là, on parlait de phobie, mais concernant les peurs, je veux quand même en parler un peu, parce que c'est peut-être juste 20 des gens qui ont des phobies, mais beaucoup de personnes ont des peurs. C'est pas tout le monde qui ont des peurs. J'imagine qu'il y a quand même des petites conséquences à ça, à avoir tout le temps peur. Ça peut être positif, bénéfique, comme vous le dites, d'avoir des peurs, mais ça doit aussi apporter des éléments négatifs. Je veux savoir, c'est quoi ces éléments négatifs d'avoir une simple peur? Bien, c'est sûr que si on regarde, si on met l'impuissance là-dedans, qu'on appelle de l'anxiété, peur et impuissance, c'est sûr que là, on a différents niveaux d'anxiété. Là. On peut partir de la petite inquiétude, qui pour moi, je trouve qu'elle est saine, parce que l'inquiétude va me permettre de vérifier toutes mes choses que j'ai à faire pour m'assurer que je suis toujours enligné dans mon chemin à faire. Okay. Tandis que si je suis dans la frayeur, puis je suis dans l'appréhension de tout ce qui se passe, bien là, ça risque de changer la donnée. Et là, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que les symptômes de l'anxiété, bien, on peut perdre la concentration, perte de mémoire, on peut avoir des tremblements, boule dans la gorge, serrement à la poitrine, étourdissement. Les gens qui sont beaucoup anxieux vont être très souvent très minces. Parce que difficulté à digérer, ils vont être constipés et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des symptômes que les gens vont avoir par rapport à une peur qui devient de plus en plus élevée. Et puis, vous, Émeric Hainaut, est-ce que parmi les éléments que M. Larocque a mentionnés, est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs symptômes qui vous est arrivés quand vous deviez faire face à une peur ou une phobie? Non, mais quand même, moi, le fait que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à aller voir des spectacles maintenant. Parce que, tu sais, Céline Dion, quand elle est venue sur les plaines, là, c'était quoi, 200 000 personnes qui avaient là, à peu près? Ben oui. 200 000 personnes, là, quand t'es lui au milieu, là, tu te sens pogné. Tu sais, tu te sens comme si, peu importe ce qui se passe, là, le temps de réaction va être long. Là, tu sais, ça va être long avant qu'on puisse réagir si, par exemple, tu as un malaise ou peu importe. Alors, juste ça, bien, des fois, ça peut être quelque chose qui peut nuire. Puis c'est vrai, ce que vous dites, ça peut nuire au couple aussi parce que ça empêche des sorties maintenant. Oui, effectivement. Et toi, non, quand tu me dis c'est juste une peur, les araignées, mais est-ce que ça t'apportait quelque chose de malaisant dans ta vie? Est-ce qu'il y avait un bouleversement côté social avec tes amis ou ta famille? Non, pas avec les araignées. Mais j'ai d'autres peurs vraiment parce que quand j'étais en 4e année, j'ai vécu une genre d'affaire qui m'avait vraiment bouleversée. OK. Puis quand j'étais tout seul à la maison, donc maintenant, à chaque fois que je suis tout seul à la maison, je suis vraiment attentive à tous les bruits. Si jamais il y a quelqu'un qui rentre. Oh mon Dieu. Fait que le simple petit bruit qui se passe... Ouais. Après, je reste immobile pendant longtemps. Et là, je m'en vais voir la porte s'il y a quelqu'un ou pas. Et justement, vous me parlez de vos phobies, mais il y a d'autres personnes qui ont des phobies quand même assez spéciales. Je vais vous présenter une vidéo qui parle des phobies très, très, très étranges que les gens ont. Voici le reportage.
Alors les internautes nous demandent quelles sont les phobies les plus étranges. Il y a des phobies plutôt étonnantes. Certains d'entre vous ont peut-être peur des chauves, c'est l'allopophobie. Si vous n'arrêtez pas, comme vous Nathalie, de prendre chewing-gum et autres bonbons à la menthe, que vous avez peur d'avoir mauvaise haleine, ça s'appelle l'halitophobie. Vous ne pouvez pas aller au cirque car les clowns vous font peur, c'est la coulrophobie. Si la vision d'un nain de jardin vous fait froid dans le dos, c'est la nanopabulophobie. Enfin, malgré ses sourires et ses cadeaux, le Père Noël vous fait peur, c'est que vous êtes atteint de paternatalophobie. Effectivement, c'est insolite. Des phobies quand même assez spéciales. Et ce que je me demande maintenant, c'est est-ce que les phobies, ça reste à tout jamais ou on peut guérir ça? Voici ce que les jeunes nous ont répondu lors de notre Vox Pop. Je pense que ça peut s'effacer si tu prends les moyens de l'effacer parce que sinon, ça disparaît pas comme ça tout seul. Il y a des peurs aussi qui viennent au fur et à mesure dans ton enfance, par exemple. Puis là, tu vas vivre l'expérience, puis c'est comme ça que ça va se finir. Mets-toi la peur des clowns, tu vas voir un clown après ça. Puis là, t'auras plus peur. Tu peux lutter contre toutes tes peurs. C'est ton mind, c'est dans ta tête. Moi puis les serpents, non. Ça fait 2. Je penserais pas qu'un jour je puisse... non. Moi, je pense qu'on peut vaincre ses peurs. Ouais. C'est juste... à un moment donné, il arrive des moments où t'es comme t'allumes, puis genre, tu te dis, c'est un peu niaiseux que genre, je me limite à cause de ça, puis on s'avance. Des réponses très intéressantes malgré tout. Et je veux vous demander à vous, est-ce qu'il y a moyen de se débarrasser d'une phobie ou d'une peur ou ça reste à tout jamais pour le reste de nos jours? Je pense que M. Larocque va être le mieux placé pour répondre à ça, mais moi, je me demande sincèrement ce qui pourrait m'enlever ma phobie ou ma peur des serpents. Je ne sais pas ce qui pourrait m'enlever ça. Tu penses que c'est impossible, tu vas tout le temps avoir peur? Toujours. Et toi, No, est-ce que tu penses que tu vas tout le temps avoir peur quand il y a un bruit à la maison? Non, moi, je crois au fait de pouvoir s'en débarrasser. Oui, et tu penses par quel moyen penses-tu y arriver si c'est possible? Ben, on peut se donner ça comme défi ou on peut comme des fois, comme OK, là il y a une araignée, là je vais la tuer moi-même, je vais pas appeler quelqu'un. Okay. Donc là, ça peut... Oui, c'est vrai. Et vous, M. Larocque, quand des gens font appel à vous, ils vous demandent de l'aide, et quelle aide vous leur donnez quand vient le temps de régler une phobie? Moi, je vais leur conseiller, je vais les aider à voir autrement leur phobie. Parce que si on regarde la phobie, on va prendre ce que Nour disait tantôt, les araignées. Et poser la question à la personne qui a peur des araignées, ils ne sont pas capables de répondre. Et lorsqu'on essaie de creuser un petit peu plus loin, ils vont dire « Ah, j'aime pas ça, c'est dégoûtant ». Mais on n'est pas en train de parler d'anxiété, mais on ne parle pas de phobie. Là, on est en train de dire que c'est dégoûtant, donc c'est l'émotion de dégoût. Exact. Donc, c'est vraiment d'aller voir jusqu'où ça va aller pour aller sortir c'est quoi, de quoi j'ai peur. Donc, ça, c'est le but de mon intervention, c'est d'aller voir avec la personne, d'aller toucher sur le quoi qu'il a peur ou qu'elle a peur. Et à partir de là, bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs techniques qu'on va utiliser. Donc, il y en a une technique que j'apprécie énormément du Dr. O'Hare, qu'on appelle la cohérence cardiaque. Okay. Cohérence cardiaque, bien, c'est simple, c'est de bien respirer. C'est un des bons antidéstresseurs qu'il y a sur cette terre, la respiration. Donc, on habilite la personne à bien respirer. Ce que ça veut dire, c'est de respirer pendant 5 secondes, d'expirer pendant 5 secondes, et on fait ça pendant 5 minutes. Donc, cette technique-là, lorsque la personne fait face à sa phobie, bien, peut utiliser cette technique-là pour, diminuer son anxiété, puis après ça, de changer sa vision ou son idée qu'il a de l'objet. Comme exemple, si on regarde avec Émeric le serpent, c'est sûr et certain que c'est d'aller regarder c'est quoi qui se dit lorsqu'il pense au serpent. Bien, je vais me faire mordre. Donc, c'est d'aller sortir des phrases beaucoup plus réalistes, beaucoup plus positives pour pouvoir l'aider et aussi faire des expositions. Okay. Quand je dis exposition, ça serait, pour Émeric, ça serait d'amener un serpent dans une cage et de voir comment il réagit face au serpent avec une vitre. Okay. Donc, de pratiquer la respiration jusqu'à temps qu'à la vue du serpent, que son anxiété est vraiment au minimum. Après ça, on va ouvrir la cage, on va aller regarder encore comment que ça se passe, voir où ce qui se situe, jusqu'à temps qu'on arrive toujours à un niveau d'anxiété bas pour pouvoir aller plus loin.
Les ascenseurs, c'est la même chose. Donc, si une personne attend d'être moins anxieux pour embarquer dans un ascenseur, il n'embarquera jamais dans l'ascenseur. Donc, on doit faire face à la situation et c'est comme ça que notre cerveau va réagir. Je dois faire face pour me prouver à moi qu'il n'y en a pas de danger. Et c'est comme ça qu'on va intervenir avec les gens. On peut faire aussi directement, exemple, un ascenseur. Je vais me présenter avec le client à l'ascenseur et je vais travailler avec lui. Et habituellement, ça se passe assez bien. OK. Et par exemple, si on a avec nous Nour qui décide de faire appel à vos services parce qu'elle veut éliminer sa peur des araignées, combien de temps ça prend en tout pour le processus du début jusqu'à la fin quand vous avez nommé toutes ces étapes? Moi, je te dirais, ça dépend depuis combien de temps que ça se passe. Okay. Donc, on va parler de phobie si ça a pris surtout en bas de 18 ans. Il faut que pendant 6 mois de temps, c'était récurrent pour dire qu'on va parler de phobie par rapport à ça. C'est sûr et certain que si on parle d'une personne qui a une cinquantaine d'années, qui a eu peur des avions pendant 50 ans, puis en fait des cauchemars parce que telle chose, ça risque d'être plus long. Mais habituellement, peur des ascenseurs, peur du noir, peur des espaces clos, ça prend quelques rencontres pour pouvoir donner des outils à la personne pour pouvoir faire face à la situation. Mais une phobie, c'est pas nécessairement créé suite à un traumatisme, là. Non, c'est pas tout le temps créé par rapport à ça. Dans quel autre cas ça peut être, par exemple, pour les ascenseurs, c'est pas obligé d'être... Bien, ça pourrait être juste une annonce ou un film où un ascenseur tombe. Exact. Puis commence à se poser des questions par rapport à ça. Et après ça, bien... On engendre une autre idée par-dessus une autre idée, puis là, c'est là que ça commence à s'amplifier. Okay. Et c'est là qu'on va commencer à diagnostiquer la phobie. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que plus longtemps on a eu la phobie, plus le temps de guérison va être long aussi. Encore là, ça dépend de la personne qui va être là. Okay. Tout dépendant du niveau qu'elle va vouloir se sortir de là, le niveau où elle va se sentir tellement coincée dans un coin qu'elle veut vraiment s'en sortir, ou c'est juste, je veux juste aller voir pour avoir des outils, bien, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Okay. Puis on a parlé aussi que l'anxiété pourrait être une conséquence d'avoir des phobies. Est-ce que, par exemple, ceux qui sont beaucoup anxieux par rapport à une peur, ils seront portés peut-être à prendre des médicaments? Pensez-vous que des médicaments contre l'anxiété peuvent aider en complément de vos services, par exemple? Bien, c'est sûr que le côté médical, il y a beaucoup de médecins qui vont prescrire des pilules pour justement diminuer l'anxiété chez le client, des antidépresseurs donc oui, il y a la médication qui peut rentrer en ligne de compte. Mais quelqu'un ne pourrait pas juste prendre le médicament et décider, bon, ben ça va m'aider à vaincre ma peur. Moi, je crois pas à ça. Non. Moi, je crois pas à ça parce que si on regarde le côté de la dépression, les antidépresseurs, juste antidépresseurs, le taux de réussite n'est pas tellement élevé, tandis que les antidépresseurs avec une thérapie cognitivo-comportementale vont avoir des succès beaucoup plus énormes. Ça pourrait aller jusqu'à 85 % de réussite. Que côté médicaments, ça peut être à peu près 5 %. Et ça, c'est dans le livre du docteur David Burns que ces statistiques-là sont. Donc, on peut voir que juste la médication, c'est pas qu'est-ce qui est miraculeux, là. Et justement, pour ceux qui veulent régler leur phobie, il y a un organisme canadien québécois en fait, qui s'appelle Phobie Zéro, que c'est un groupe de soutien qui vient en aide aux gens qui ont des phobies, qui ont des peurs, qui ne savent pas s'en débarrasser. Et ils aident à travers plusieurs ateliers à se débarrasser tranquillement de cette phobie. Ça, c'est concernant Phobie Zéro. Mais vous, M. Larocque, si quelqu'un a une phobie et veut s'en débarrasser, comment elle vous contacte, en fait? Bien, moi, avec ma publicité, elle va me contacter ou avec bouche à oreille. Okay. Et là, comme je te disais tantôt, je vais regarder tout le côté de ça. Mais il y a une autre partie aussi qu'il faut regarder, c'est que si la personne a plusieurs phobies, bien, ça aussi, pour commencer à aider la personne, bien, c'est de commencer par la phobie la moins difficile pour la personne à aller jusqu'à la plus difficile. Donc, on va commencer avec la base, de passer sur une phobie
de bien comprendre cette phobie-là, respiration, technique de se parler autrement. Est-ce que vous avez un site Internet où on peut vous oui, rejoindre? vous pouvez aller au www.gaetanlarocque.ca. Et vous êtes où, la clinique, M. Larocque? On est à Blainville, au 1107 Curé-Labelle, suite 202 à Blainville. Bon. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, Émeric. Merci, No, d'avoir participé à l'émission. Et merci beaucoup pour vos informations très précieuses. Ça me fait plaisir. M. Larocque. Et je veux vous poser une question, la question de la semaine, en fait, que vous pouvez répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. C'est, est-ce que vous avez des phobies? Si oui, quelles sont vos phobies ou quelles sont vos peurs? C'est ce qu'on vous pose cette semaine à Génération Z, on s'exprime. Sur ce, je vous laisse et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye tout le monde.